Bienvenue dans Ça déraille, vous savez, ce podcast sur le sport où la plus belle course au monde se déroule dans le nord de la France. Je parle bien sûr de Paris-Roubaix qui avait lieu ce week-end. On va débriefer la victoire de Dylan van Baarle, le néerlandais, en première partie. Puis on va directement en Belgique parce que les Ardennaises reviennent très vite avec la Flèche Wallonne cette semaine. Et Liège-Bastogne-Liège ce week-end. Alaphilippe est-il le favori de ces deux courses cette année? On va demander l'avis à nos experts du jour. Le premier du nom, Anthony Collat, qui est de retour. Salut Anthony. Salut Johan, salut. J'allais spoiler un petit peu notre deuxième participant. Bonjour à toutes et à tous. Oui, et très content d'être là cette semaine. Nous sommes que 3 aujourd'hui. Et la troisième personne, non, ce n'est pas Rémi Dos Santos. Non, ce n'est pas Jérémy Sakian, bien qu'il ait le même melon. Giloux, le Belge, alias Gilou, qui est là. Salut, ça va? Ça va super bien, être en forme. La grande forme. Écoute, on a vécu un dimanche fantastique, un peu moins pour les supporters de Van Aert, mais beaucoup pour le Pays-Bas qui a tout simplement mis un homme tout en haut du podium avec ce joli pavé. On en parle tout de suite dans le départ. Et oui, encore une fois, Paris-Roubaix n'a pas déçu. On a eu la pluie l'an dernier. Cette fois-ci, il faisait très très beau. Mais on a quand même eu le droit à une course incroyable avec la victoire au final de Dylan van Baarle, le coureur d'Ineos. Il s'est passé beaucoup de choses pendant la course. Et on va parler de la consécration du Néerlandais, mais aussi, tout d'abord, des efforts de son équipe Ineos, les Britanniques qui étaient sur le pont dès le premier kilomètre avec ce coup de bordure effectué, même si ça n'a pas été fructueux, mais ça a quand même montré qu'Ineos était bien là. On va commencer par, tu vois, Gilou qui m'a demandé, on commence jamais par moi. Allez, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé tu vas prendre un point de pénalité sur le quiz déjà. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce coup de maître, entre guillemets, d'Ineos, même si ça s'est un petit peu écrasé au fur et à mesure du parcours, aussi avec des faits de course, on peut le dire. Bien joué, tout simplement bien joué. Il prouve que c'est au final l'équipe la plus solide sur ces classiques. On ne les attendait pas forcément au début de saison parce qu'on pensait qu'il y avait des blocs qui étaient plus forts qu'eux, notamment Jumbo-Visma et Quick-Step. Et au final, l'équipe Ineos prend ses responsabilités, fait des mouvements de course et au final sont récompensés à la fin. Donc bravo à eux. Premier coup, mais coup de maître. Oui, un joli coup de maître d'Ineos, même si c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Mais Anthony, on a vu tout de suite, Ineos a pris la course en main. On attendait peut-être la Jumbo, même si Van Aert, on pensait peut-être un petit peu diminuer. Ou d'autres équipes encore. Ineos, c'est devenu une grosse équipe de classiques et l'ont largement démontré. Ouais, alors moi, je vais pas vous cacher, j'ai pas trop vu le début de la course parce que j'étais sur un gros week-end. Comme d'habitude encore. Mais j'ai vu à partir d'Arambert, mais j'ai quand même suivi d'un coin de l'œil. J'ai entendu parler de ce coup de bordure de l'Ineos. En reprenant un petit peu les résultats du début de saison, je vois aussi que, enfin voilà, on a vu un Katowski sur l'Amstel. Est-ce qu'on serait pas en train de se dire du côté de l'Ineos avec la chute de Bernal qui quand même va mettre du temps à se remettre alors ils ont du monde pour gagner des grands tours, mais est-ce qu'on serait pas en train de se dire tiens, et si on allait jouer un petit peu sur les classiques, et qu'est-ce que c'est bien fait, parce que là entre l'Amstel la semaine dernière et Paris-Roubaix là où on a eu un grand Dylan van Baarle, c'est très très bien joué pour moi pour l'Ineos qui s'impose sur la plus belle course, qui à mes yeux la plus belle course de vélo maintenant. Très bien joué de la part de l'Ineos. Oui, mais en plus, on peut parler tranquillement de cette équipe parce que on a eu Dylan van Baarle deuxième du Tour des Flandres déjà. On a la victoire de Katko sur l'Amstel. On a aussi la victoire du petit Magnus Sheffield sur la Flèche Brabançonne, plus celle de Dylan van Baarle sur Paris-Roubaix. Ça y est, en fait, cette saison, on attendait, je sais pas moi, la Jumbo, la Trek. On attendait aussi Alpecin, mais finalement, la plus grosse équipe de ces classiques, c'est Ineos. Est-ce que ça te surprend, Gilou ? Oui, bien sûr qu'on doit être surpris parce qu'on ne les attendait pas du tout comme ça. Parce que quand on voit ce que les autres ont et sur papier, si on devait faire on va dire un point sur la saison, on devait dire quelle équipe allait dominer,
personne n'aurait misé sur Ineos. Et au final, ils ont montré qu'ils avaient très très bien préparé ça, qu'ils avaient aussi misé sur les bons chevaux parce que voilà, Ben Turner, il vient du cyclocross, mais est-ce que c'est pas lui la grosse révélation de ce début de saison? Et il montre qu'il est solide. On savait que Dylan Van Barle ce serait solide. On a vu aussi un grand Filippo Ganna qui a eu quelques problèmes, mais qui était aussi solide. Donc, euh, on est surpris et au fur et à mesure de la saison, au fur et à mesure de ce qui se passe, il confirme en fait que ben ouais, c'est la meilleure équipe de ces classiques. Il n'y a rien d'autre à dire en fait. En plus, ce qui est incroyable avec Dylan Van Baarle, c'est que la dernière participation à Paris-Roubaix pour le néerlandais, c'était un hors délai. La meilleure place était 16e. Paris-Roubaix, tu le disais tout à l'heure, Anthony, c'est la plus belle course du monde. C'est aussi la Non. course la plus atypique. Parce que, voilà, à chaque fois, on a quand même. De temps en temps, on va dire des gagnants surprenants, même si Dylan Van Baarle avait montré quelques trucs, mais franchement, à chaque fois, au début de la course, on ne peut pas dire qui a gagné, et là, encore une fois, le Néerlandais l'a démontré avec cette victoire. Ouais, Paris-Roubaix, c'est une course où il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Et ça, c'est pour ça que j'aime peut-être beaucoup cette course. Ça se rapproche beaucoup d'un cyclocross où l'aspect mécanique va énormément rentrer en jeu. On en reparlera tout à l'heure avec les pépins justement de Ghana ou encore de Wout van Aert. Voilà, la crevaison, le bris de matériel. Comme tu l'as dit l'année dernière, on avait eu la pluie, ça avait été un spectacle fou. Là, ça roulait très vite, mais même si t'es le plus fort du monde sur Roubaix, si t'as pas le petit facteur chance avec toi qui va t'empêcher de crever ou t'empêcher de casser quelque chose, un levier, enfin quoi que ce soit, et ben ça passe pas. Et c'est ça qui fait aussi, je pense, la beauté de cette épreuve, c'est que comme j'aime bien dire souvent, il faut que toutes les planètes soient alignées. Ouais, on a vu Dylan Van Baarle remporter la victoire pour Ineos, mais c'est vrai que Ghana, on a pensé un petit moment que c'était lui le leader au début de la course. En tout cas, il avait l'air très fort. Bon, ça m'a arrangé parce que je l'avais mis dans les paris, mais bon, c'est pas qu'il s'est un petit peu éteint, c'est qu'on a choisi un autre cheval. On a misé sur le bon cheval, en tout cas pour Ineos, qui a réussi notamment à battre les deux favoris, Wout van Aert et Van der Poel. On va déjà parler de Wout parce que c'est lui le deuxième derrière Dylan Van Baarle. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que Dylan Van Baarle a été malin de sortir à deux reprises, un petit peu à contre-temps, c'est vrai, mais de piéger entre guillemets les favoris, ou est-ce que c'est Van Aert qui était un petit peu moins bien, Gilou? Ben, c'est une bonne question parce que je pense que déjà par rapport à Wout, on a très 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 vite eu la réponse. Il était bien. Il n'y a pas de problème Ouais, avec c'est ça. vrai. Il était bien. Il venait pour la gagne. On a eu des questions pendant la semaine. Et moi, j'étais le premier à dire oui, il pourrait peut-être être équipier. En vrai, j'y croyais pas, Il nous mais l'a j'avais fait à envie l'envers. Il nous l'a fait à l'envers, Wout j'avais van Aert. envie, voilà, j'avais envie d'un petit peu enlever cette pression pour dire voilà, ce sera pas Wout qui sera le favori. Il était bien, mais ils ont super bien joué et je pense qu'il a fait qu'une seule erreur au final sur cette course, c'est de laisser partir Dylan Van Baarle. Il n'a pas réagi à cette attaque qui au final était la bonne, mais je pense sincèrement qu'au final, c'était peut-être au final Van Baarle le plus fort parce que quand il sort et qu'il a Kung et Van Aert en chasse qui sont deux énormes rouleurs, mais il arrive à faire le trou, il arrive à creuser, il prend sa chance et ouais, je suis pas loin de penser que c'était vraiment Van Baarle le plus fort dimanche. Alors, problème stratégique ou alors Van Baarle était vraiment plus fort que Van Aert, Anthony, toi qui adore ce coureur? Alors moi, je vais peut-être pas être très très voilà, très je suis pas le mieux peut-être pour remplacer, mais Objectif, enfin ouais. moi j'ai Le mot discuté que à tu partir. cherches, c'est objectif. Hein, Non, objectivement, voilà, je vais être objectif, mais Merci. moi, pour moi, et j'ai discuté avec d'autres personnes après qui ont regardé la course avec moi, mais pour moi, le plus fort de la course, c'est Wout van Aert. Ah oui, Parce que alors déjà, explique-toi. il a Ah, mais il revient pas. non, mais Il pour arrive moi, attends, pas. non, non, mais Gilou, mais oui, il revient pas, mais attends, Gilou, repense aux efforts qu'il a fait avant. Dans Arambert, il a un problème. Il a un problème de dérailleur, clairement. Il a un problème avec son vélo. On voit un moment arrêter complètement au Il milieu passe à d'Arambert. Robert avec le vélo de Rosen. Hein. Voilà, il a, ouais, voilà, donc bon, ça je vais pas l'info parce que je te dis, moi je suivais pas exactement tout, mais il avait clairement un problème. Il s'arrête de changer de vélo juste après, avant de rentrer sur le secteur d'après. Il rentre gentiment, il est attendu par personne. Il s'affole pas, et là on le voit très serein. Parce que déjà il n'attend personne, bon il avait plus beaucoup d'équipiers, mais il a besoin de personne, il rentre. Et puis après il y a cette crevaison qui arrive. Et là, rebelote, il s'arrête, ça va très vite, la Jumbo très très bien placée, et ça il faudra, voilà, faut le dire, hein, parce que sur Paris-Roubaix, on sait souvent que c'est la galère hein, pour Ouais. les dépannages. Les Les voitures sont souvent assez loin avec plein de groupes. Donc gros dépannage de la Jumbo, il repart, encore une fois, pas d'équipier, et il fait l'effort. Et pour moi, à partir du moment où il fait l'effort, il rentre sur ce petit groupe qui s'était pas mal resserré, et on le voit faire quelques efforts, et moi je le dis clairement avec les gens que je regarde, je dis putain, il en fait beaucoup trop, il en fait beaucoup trop, il est trop bien, il est bien, et il en fait trop. Et par contre, on pouvait voir un Mathieu Van Der Poel qui lui, on faisait quasiment pas. Alors, j'ai à un moment, j'ai dit ouais, il est dans les roues tout le temps, il fait rien.
Mais je pense que finalement c'est qu'il était trop juste. Mais je me méfiais de lui parce que on l'a vu courir à la perfection la semaine d'avant sur les Flandres, à travers la Flandre et le Ronde. Donc on l'a vu tellement bien courir que je me disais est-ce qu'il cache son jeu. Je pense finalement qu'il était tout simplement un petit peu juste. Mais pour moi, j'enlève rien à la victoire de Van Baarle, attention. Hein. Mais pour moi, Wout a payé ses efforts, sur ces 2 problèmes mécaniques. Et si les victoires lui échappent, c'est là. Et puis, tu le disais, la transition est tout trouvé. Et l'autre favori, le grand favori, même avant cette course, c'est Mathieu Van Der Poel, qui a été discret. On pensait que c'était une stratégie aussi de sa part, lui qui courait un peu plus à l'économie. Mais finalement, il a été beaucoup moins bien que prévu. Mathieu Van Der Poel, marqué à de nombreuses reprises, on l'a vu sur la course. Est-ce que tu t'attendais à Mathieu Van Der Poel à ce point en retrait, Gilou ? Oui, clairement. J'étais le premier à le dire. Sur le Ronde, c'était pas le plus fort. À travers la Flandre, quand il gagne, c'était pas le plus fort. Je m'attendais à un Mathieu Van Der Poel comme ça. Je vais pas vous mentir. Pour moi, c'était pas le favori. C'était pas non plus Pedersen, hein, parce que les cotes étaient à peu près pareilles. Mais non, je m'attendais à ce Mathieu Van Der Poel là. Et je suis pas du tout surpris par sa performance. Je pense qu'il paye encore aussi sa chute, hein, tout simplement au JO. Sa saison de cyclocross qui est pas ouf, qui est même inexistante. Donc je m'attendais à ce Mathieu Van Der Poel là, clairement. Oui, il a été un petit peu loin en tout cas de la course lorsque ça a accéléré. On le voyait perdre des places. Anthony, toi, tu en avais fait ton favori quand même avant la course ou ça t'a surpris ? Mathieu Van Der Poel, favori de Roubaix, tu sais très bien, Johan, que pour moi, le seul favori de la course, c'était Wout van Aert. T'as dit qu'il fallait que tu parles objectivement, mince. Ouais, mais même. Non, moi, franchement, je voyais un Wout venir sur Roubaix très revanchard. Il n'a pas pu faire les Flandres. Voilà, à cause du Covid, on le sait. Et je m'étais dit, franchement, l'année dernière, ça arrive, voilà, il passe à côté. On a un vainqueur un peu surprise avec Colbrelli, qui était très très fort, hein, mais je m'étais dit non, là cette année, c'est pour lui, quoi. Il va la claquer. Et voilà, les petits pépins mécaniques, comme je dis, ça fait partie du jeu sur Roubaix. De toute façon, il y a pas à dire, hein, ça fait partie du jeu sur Roubaix. Est-ce que maintenant, il fait une petite erreur en faisant un peu trop. Pour moi, il en fait trop. Non. Ce qui est incroyable, tu lui poses une question sur Mathieu, le mec il revient. T'as entendu, il revient. Ne t'inquiète pas, on va en parler de Van Aert, on en parlera en long et en large. Tu triches encore une fois, Anthony, mais on sait que tu as envie d'en parler. T'es venu que pour ça, d'ailleurs, tu me l'as dit. On n'oublie pas aussi le 3e homme de cette course, c'est Stefan Kung, le Suisse de la Groupama FDJ. On va essayer de l'écouter un tout petit peu juste après la ligne d'arrivée. Il a donné une interview à nos confrères. Au kilomètre 60 plus ou moins, il y avait presque tous les favoris derrière. Personnellement, j'ai dû faire une petite pause nature avant et donc du coup j'étais à l'arrêt du peloton, j'ai voulu remonter et en fait dès que je regarde devant il y avait une soixantaine de mecs qui sont partis et puis après c'était un peu tout le monde s'est regardé, c'est toi qui vas rouler, non c'est toi qui vas rouler et dès qu'on s'est organisé ça fait déjà 1 minute mais bon après on sait Roubaix c'est tellement long et tellement dur que on peut renverser la situation et puis on a réussi. Et à la fin, c'était un peu tactique quand ça sort. J'ai essayé plusieurs fois, mais bon, après, c'était pas le bon coup. Mais bon, après, on était quand même capable physiquement d'aller chercher ce podium avec Wout. On a tout donné pour revenir sur les autres. Et voilà, donc je suis quand même fier et content de ma course aujourd'hui. Et un grand merci à mon équipe qui m'ont aidé ou qui m'ont permis de renverser la situation comme ça. Il a la meilleure prononciation de Wout van Aert que j'ai jamais entendue sur n'importe où. Ah, il fait attention, Stefan Kung, il fait attention. D'ailleurs, il a fait une course quasi parfaite. Bon, il a chassé sur un moment dans les pavés, parce qu'il a perdu le sillage de Wout van Aert, mais vraiment, Stefan Kung, c'était le 3e homme, voire même le 2e, parce que c'est vrai qu'au sprint, il a été battu par Wout van Aert, mais il a fait une bonne impression. D'ailleurs, Gilou, tu le mettais dans tes favoris, voire le gagnant dans les paris, je crois, la semaine dernière. Il a été à la hauteur, Stefan Kung. Ouais, je m'attendais à un Stefan Kung très très fort. Il avait montré depuis le début de la saison classique, il est très très fort, Stefan Kung. Et on va dire que Lémon, avec son poids et tout ça, ça peut un peu moins lui convenir. Je me dis sur Paris-Roubaix, là, il peut développer toute sa puissance, tout ce qu'il sait faire en fait. Et il était au final à la hauteur de ce que j'attendais de lui. Très très fort ce Stefan Kung. Il me fait plaisir et ça me fait plaisir pour l'équipe Groupama FDJ. Et alors, t'as pas un peu le seum, toi qui est belge, hein, désolé d'utiliser non, mais pour Tom De Vriend, pour
qui fait 4e juste derrière lui. On aurait bien aimé le voir, lui qui a été longtemps échappé, ce Belge 4e, qu'on ne connaît que très peu, finalement, le Belge de l'Intermarché ou Anti-Groupe Gobert. Je suppose que même le voir 4e, ça a fait plaisir de l'autre côté de la frontière. Ouais, déjà, l'équipe qu'on doit féliciter sur ce Paris-Roubaix, c'est l'équipe Intermarché ou Anti-Gobert. Ils font 4e, ils font 6e, ils font, je regarde ici, 12e avec Christophe, et il y en a encore un autre qui m'a pas mal passé, c'est Taco Van der Horn qui fait 16e. Donc le Paris-Roubaix des Intermarché ou Anti-Gobert est absolument génial, et ça c'est une super chose. Après, on sait que sur Paris-Roubaix, chaque année, il y a un petit peu des révélations, des gens qui réalisent la course quasiment de leur vie, et c'est ce que Tom De Vriend a dit après l'interview. J'ai réalisé tout simplement la course de ma vie. Tu peux pas être déçu parce que il aurait pas pu faire mieux. Sincèrement, il aurait pas pu faire mieux. Il réalise une super 4e place. Si on lui avait demandé le matin de signer à 2 mains pour être 4e, je pense qu'il aurait signé 2 mains, 2 pieds et ses oreilles. Donc non, je peux pas être déçu. Je suis content pour lui. Je suis fier de lui, et j'espère que ça lui servira pour la suite de sa carrière, parce que malheureusement, ce sera peut-être le meilleur résultat de sa carrière, en fait. Oui, on a pu revu Florian Vermeersch, en tout cas sur ce Paris-Roubaix. Donc il y a toujours des petites surprises. Il a essayé de reprendre, il a essayé la même strat. Il a essayé de reprendre l'échappée, mais c'est pas passé. Cette fois-ci, il n'a pas pu sortir. Il était accompagné pendant très longtemps, Tom De Vriend, avec Matej Mohoric, qui a été très fort aussi. On a longtemps pensé qu'il avait pu s'imposer sur Paris-Roubaix. Toi, tu voulais parler de la Bahreïn d'ailleurs, Anthony. Est-ce que tu ne penses pas que c'était lui le plus fort, Mohoric aussi? Mohoric, il crève un moment, au moment où c'est un petit peu chaud, il a encore une trentaine de secondes d'avance et tout, ce qui le remet dans les roues des leaders et des favoris, mais avec ce petit matelas, est-ce qu'il n'aurait pas été jusqu'au bout? Il a emmené un braquet énorme. Ouais, tu l'as dit, il a emmené un braquet énorme. On en parlait en préparant un petit peu avec Gilou. Non, que politiquement dire. correct, Anthony. Non, mais justement, quand vous m'emmenez là-dessus, vous savez que je vais pas faire du politiquement, et je vais pas envie de dire des choses que je vais regretter. Non, il était fort. Il était fort, très fort. Il amène un braquet énorme. Bon, on a vu que c'était pas un coureur qui avait l'habitude. Il est très bon techniquement, attention, c'est un très bon descendeur. Mais sur le pavé, le pavé, ça s'apprend, ça se dompte. Il a crevé apparemment aussi. Alors moi, j'ai pas vu cette crevaison. Mais non, ouais, je vais pas trop m'avancer dans le débat. Il était fort. Ouais, je resterai là. En tout cas, je peux pas dire ça. Je peux pas dire que je suis content qu'il ait une mécanique, mais bon. C'est le Moscone de 2022, c'est ça? Non. Ah non. Il était pas aussi près que Moscone. Non, on peut pas dire que c'était le Moscone. C'était le Colbrelli de 2021, on va dire. Ouais, le Colbrelli qui n'a pas pu être là, bien sûr, avec son malaise cardiaque. Celui qui était tenant du titre il y a encore quelques jours. Ouais, Matej Mohoric, je voulais dire un petit mot dessus. C'est vrai que sur les pavés, il a été un petit peu moins bien. Il a roulé tout seul sur le plat, mais dès qu'il y avait les pavés, Dylan Van Baarle avait mais de toute façon, ça s'apprend, le pavé, ça se dompte quand même. Tout à l'heure vous parliez de Kung, mais Kung, j'aime beaucoup le coureur, mais pour moi là, on peut dire qu'est-ce qui lui manque? Je pense que c'est un petit peu de technique. Parce qu'on l'a vu, à un moment, on va se faire distancer par Wout. Il fait une petite glissade, mais voilà, c'est parce qu'il est à la rupture, il est dans le dur. Et des coureurs comme Mathieu ou comme Wout ou comme Ben Turner, c'est des coureurs qui font du cross, même on peut prendre des vététistes aussi. C'est des gens qui ont l'habitude que quand le vélo un peu est un peu chahuté, se dérobe, c'est des coureurs qui ont l'habitude que ça se produise. Et je pense que Kung, si dans le futur, s'il veut vraiment se mettre à faire ses courses pavées un objectif, il va falloir qu'il travaille un petit peu sa technique, parce que c'est un très grand gabarit, très lourd, assez lourd. Pour moi, il a vraiment un gabarit à rouler sur du pavé, à faire de la course dure. En plus, on sait qu'il aime aussi un peu les conditions pas faciles. Mais pour moi, Kung, c'est un coureur qui peut effectivement, dans les années à venir, faire quelque chose sur Roubaix. Tu m'as emmené dans un autre endroit. Ouais, tu lui poses une question sur Mohoric, tu te réponds Stephen. Ouais, je suis revenu sur Kung parce que vous m'avez pas donné la parole tout à l'heure, les gars. Voilà. C'est vrai. Bien, savoir que Matej Mohoric n'a pas tout perdu dans la course. C'est-à-dire
Il a trouvé une femme, non? Il a pas tout Ah perdu. oui, bien sûr, cette photo sur Twitter, bien sûr que je l'ai vue. On m'a envoyé cette photo, il s'est retourné au moment où il y avait une jolie fille sur le côté. Ou alors c'est une coïncidence, on ne le saura jamais, on ne peut pas lui poser la question, on ne parle pas slovène. Donc c'est pas notre problème. On a parlé des hommes forts depuis tout à l'heure, mais il y a aussi des hommes faibles, des équipes faibles, même si la Quick Step, hein, bien sûr, c'est souvent d'eux qu'on parle lorsqu'il y a des classiques en 2022, a été un peu malchanceuse avec Lampard qui est tombé, hein, en cause d'un supporter, mais la Quick-Step était un cran en dessous, encore Gilou, il faut le dire. Il faut le dire, hein, complètement. Là, il faut clairement le dire. Après, là, pour le coup, ils ont une excuse. C'est ce qui s'est passé avec Kasper Asgreen en début de course. C'était censé être lui le leader. Donc là, on peut lui trouver une excuse. Mais derrière, clairement, ils ont absolument pas pesé sur la course. Ils étaient bien placés dans le coup qu'ont fait les Ineos. Là, ils étaient très bien. Et ensuite, disparition. Le meilleur, c'est Yves Lampard qui a eu sa chute, mais ça, aussi malheureuse qu'elle peut être, et ça m'a fait vraiment chier, je l'ai encore mis sur les réseaux, je comprends pas comment, encore une fois, il se passe des choses comme ça, et il est temps que l'UCI se penche très clairement sur ce problème des spectateurs qui font tomber les coureurs, mais ils n'ont absolument pas posé sur la course, ils n'ont jamais été en mesure de gagner cette course, et là, c'est à mon avis, si on prend l'historique, et moi je les ai pas, c'est la pire saison classique de Quick-Step, même à l'époque Mapei et tout ça, c'est la pire. Il n'y a jamais eu aussi mauvais que ça. Ouais, souvent on disait que la grosse équipe de classique, c'était les Quick-Step, hein, peu importe le nom pris à différentes périodes, mais c'est vrai que maintenant c'est un petit peu plus Ineos, voilà. Ça va peut-être changer dans les années à venir. Anthony, est-ce que tu as d'autres favoris qui t'ont déçu sur cette course? Non, je n'ai pas d'autres. Ouais, j'avais c'était pas un favori, mais pour moi c'est un coureur que j'aime beaucoup et qui pour moi avait le potentiel de faire quelque chose. Non, j'ai envie de parler d'Anthony Turgis qui a encore été malheureux. Ça veut pas en ce moment, hein, pour lui. C'est mauvaise spirale là quand tu commences à tomber comme ça et que ça veut pas et je suis déçu pour lui parce que pour moi on en a parlé en début de saison sur plusieurs podcasts. L'arrivée de ce matériel était pour moi quelque chose qui pouvait justement faire bénéficier Anthony de super matos sur des courses vraiment où le matériel a une grande importance. Et toutes les courses où voilà il y avait vraiment besoin de ça, il a eu une galère. Ouais. Moi j'ai un petit mec quand même qui m'a déçu. C'est même pas un mec, c'est une équipe. Ce qu'a fait Christophe Laporte depuis le début de la saison est incroyable. Tout le monde le dit, il est très 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 fort. Mais il a été transféré pourquoi? Pour aider Wout van Aert dans les monuments, dans les grandes courses. Et ok, il a eu des problèmes mécaniques, ok, il était malchanceux. Mais le jour où on l'attend, il n'est pas là. Il a eu ce problème avec la roue, hein. On a vu cette image aussi sur Twitter. Mais là, il était déjà lâché. Ouais, cette vidéo est incroyable. T'as l'impression qu'il a un vélo de chez Action et il se plie d'une. Ah non, mais attends. Mais vous l'avez vu quand il était crevé, on le voit à l'image rouler. Mais alors là, je me dis putain, ouais, il va fort quand même sur la jante. En fin de compte, là, il y a plus de boyau pour faire tampon entre la jante et le pavé. Donc, à un moment, c'est la jante, elle a tout pris. Et ouais, cette vidéo, elle est folle. La roue se plie et même on le voit regarder derrière sa roue, pas comprendre en fait. Il se retrouve assis par terre quasiment. C'est énorme. Ouais, c'est vrai que c'est l'une des images de Paris-Roubaix. Il y en a tellement cette course est belle aussi. On a donné un petit mot sur les Français. Turgis malchanceux, la porte pas dans le coup, mais on peut donner aussi la belle place, on l'a dit, hein, de Adrien Petit avec Intermarché anti-groupe Gobert, la 6e place, Laurent Pichot top 10. Mais on s'arrête là avec le grand chelem des monuments qui s'arrête à Paris-Roubaix. Chez nous en plus, quelle déception. Mais les Français n'ont pas pesé sur la course. Mais bon, allez Anthony, 6e, 8e pour Petit et Pichon, c'est pas mal. Bon, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Non, c'est pas mal, bien évidemment. Pas mal, la petite rêve, pas mal. Bien évidemment que c'est pas mal. Non. Et puis on connaît Adrien Petit, hein, c'est un coureur qui aime ça, les courses, les chantiers comme ça. Ouais, Pichon, plus étonné, moi. En plus, il s'est bien battu. Parce que quand on voit la fin de course, le pauvre, hein, il était en derrière Burdin, derrière Mohoric depuis 30 bornes. Non, ouais, c'est bien pour nos Français. Après, on attend toujours le Français qui viendra peser sur Paris-Roubaix. Mais ça ne sera pas pour cette année encore. Non, pas pour cette année encore. On en a fini de ce Paris-Roubaix. On en a fait le tour. On reviendra l'année prochaine pour en parler. En attendant, on a une petite rubrique que vous aimez tous, je le sais. On attaque. Passez maintenant. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit.
Bon, on dit souvent que la Quick-Step est l'équipe spécialiste des classiques, mais la vraie équipe flandrienne, c'est la Trek Segafredo féminine, victorieuse encore une fois de Paris-Roubaix féminin avec Longo Borghini cette fois-ci. Est-ce qu'on est d'accord, Anthony ? Ah là, tu me poses une grosse colle parce que samedi, je n'ai clairement pas suivi Paris-Roubaix féminin. Alors, j'ai aperçu les résultats. Je vais vous dire pourquoi. Et je vais être très honnête. Parce que j'ai vu que Lucinda Dabrand faisait podium, que le Lotte Kopecky également, je crois qu'il fait 2. Hein. Ouais, il fait 2. Donc 2 cyclocross, une vraie cyclocross woman et une cyclocross woman occasionnelle sur le podium. Donc effectivement, quand j'ai eu la petite alerte sur le téléphone, j'ai quand même jeté un petit coup d'œil. J'ai vu que c'était Longo Borghini qui s'était imposé. Mais je pourrais clairement pas vous parler de la course, que samedi j'étais vraiment très occupé. Honteux, sauf Anthony. Ce spécialiste qui ne regarde pas, c'est honteux. Ouais, sauf Anthony, s'il te plaît, Gilou. Oui, non, complètement d'accord avec toi. Hein. Doublé, parce que Longo Borghini gagne cette année, mais Lucinda Dabrand gagne l'année passée. Puis il a dit, dans le top 10, si on prend, il y a encore Lucinda Dabrand qui est là. Il y a Hélène Van Dijk qui est aussi 7e. Donc Trek se place comme la grosse équipe féminine sur les classiques flandriennes. Ce sera peut-être un peu plus compliqué sur les classiques ardennaises. Mais oui, clairement, j'attaque. On va parler des Ardennaises, tiens, avec Romain Grégoire, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège Espoir. Encore une fois, ça sent le crack, on est d'accord, Anthony? Alors ça, ouais, par contre, ça j'ai bien suivi. Et bien sûr que c'est un crack. En plus, c'est un très très bon cyclocrossman. On a un. Il n'a pas fait beaucoup. Hein. Ouais, mais il n'a pas fait beaucoup, mais ce qu'il a fait, il a gagné. Enfin, surtout celui qui l'a fait, il a gagné. Et on verra dans les années à venir si on le laisse faire du cyclocross, parce que je sais que, enfin voilà, c'est un coureur qui apprécie ça, et j'espère qu'on va le laisser faire et qu'il continue comme il est lancé. C'est un coureur qui sait se préparer, un coureur de championnat. Il est présent le jour J, et des coureurs comme ça, il faut les suivre de très près et il faut les laisser se développer, laisser pousser gentiment. Ouais, qui a gagné ensuite le Giro de Belvédère juste après Romain Grégoire. Gilou, tu l'avais dit, toi, c'était peut-être l'un des futurs vainqueurs du Tour de France. Je m'en souviens lors d'un des podcasts. Tu signes toujours ? Complètement. Pour moi, c'est la chance française pour un jour remporter le Tour de France. Là, avec les gens qu'on connaît, pour moi, c'est lui. Il est très, très, très fort. C'est un crack. Depuis qu'il est jeune, il se tire un peu la bourre avec Kian Uijsebroeks, le Belge. Mais là, il prouve encore qu'il est très fort. Sur cyclocross, bon, il a gagné, mais l'adversité n'était pas énorme. Quand il est sur des vrais cyclocross où il y a des vrais adversaires, c'est un peu plus compliqué. Mais non, c'est un énorme crack. J'espère que la presse et la pression française ne vont pas lui mettre justement trop de pression et le ruiner. Mais c'est un énorme crack. C'est un super diamant. Il faut le polir. Il y a quelque chose à faire. Il ne faut pas le rater, Romain Grégoire. Franchement, je vous conseille, les gars, ne le ratez pas. Ouais, mais tu connais les médias français, dont on fait partie d'ailleurs. On est fantastique dans ce travail de tout gâcher, en tout cas, de mettre la pression. Une petite question, tiens, est-ce que vous savez, c'est peut-être un peu plus dur pour Gilou, mais quel est le dernier vainqueur français de Liège-Bastogne-Liège Espoir ? Anthony, toi qui regardes toutes les courses. Aucune idée. Aucune idée. Gilou, est-ce que tu as une idée ? Par hasard. Je ne l'ai pas. J'aurais dit Björn Lambrecht, mais pour les Belges, oui, c'est en 2017. Ah, ben voilà, j'étais pas loin. Ah ouais, mais du coup, je te demandais pour les Français, mais pour les Belges, j'allais te demander derrière, mais Björn Lambrecht, qui l'avait remporté en 2017. Pour nous, les Français, c'est en 2015. Guillaume Martin l'avait emporté au sprint en plus, avec Tao Gegenhardt qui était dedans. Et Anthony Turgis juste avant lui, donc plutôt pas mal, devant Dylan Teuns. Voilà, je voulais juste noter ça. Ce qui est intéressant aussi par rapport à cette victoire au Tour de France, c'est que Liège-Bastogne-Liège, c'est quand même un profil qui tend vers la possibilité de remporter des grands tours, parce qu'il faut être bon grimpeur, parce qu'il faut cette caisse. Et là, Romain Grégoire, c'est encore une fois, c'est un petit truc qui peut nous amener à penser que ce sera un futur grand leader d'une grande équipe pour gagner les grands tours. Bon, on continue, je suis désolé Gilou, avec les Français, avec Nicolas Edey, 4e du général du Tour de Turquie, lui aussi un crack, loin devant Nairo Quintana, son leader. Finalement, est-ce que Arkea Samsic doit plutôt mettre le Français numéro 1 sur le prochain Tour de France ? Anthony. Ouais, moi je pense, parce que vous connaissez ma position sur... j'aimerais bien qu'on fasse confiance. Ouais. Moi, je dis ça pour rigoler parce que je l'adore, mais j'ai l'impression que sérieusement. Non, mais Gilou, dis-moi, arrête-moi s'il te plaît, parce que j'adore, parce que c'est un Sartois, Nico Edey, mais arrête-moi.
Ah non, mais Nico Edes, c'est le leader de l'équipe Arkea Samsic pour le maillot à poids, c'est tout. Point. Ah voilà, il a failli le remporter, je crois, sur l'épreuve. Ah ouais, clairement, les gars, non. En plus, c'est bizarre parce que t'aimes bien Nero Quintana, Anthony. Ouais, mais il commence à être tassé, je trouve. Bah, Nico est plus vieux, je crois, non? Ou le même âge peut-être. Bon, j'ai l'impression qu'il est usé, moi, Quintana. On lui fait la bise à Nico Edes. J'ai l'impression qu'il est usé quand même. Et on fait la bise aussi à Nero Quintana, a priori, grand fidèle d'Anthony Nicolas qui doit l'écouter tous les jours tellement il est gentil avec lui. La dernière. C'est pas méchant ce que je dis, c'est juste que là, je préfère mettre un Français devant. J'ai 2 dernières choses à vous dire parce que je viens de penser à un truc. D'abord, on va parler de Bouchard, Geoffrey Bouchard, pardon, qui a gagné sur le Tour des Alpes, la première étape. Est-ce que c'est pas lui le meilleur grimpeur d'AG2R Citroën, Anthony? Ah, tu me prends de court là, c'était quand ça? J'ai même pas suivi. Aujourd'hui, c'est un massacre. C'est un massacre. Attends, j'ai même pas vu c'était quoi les résultats. J'étais sur la route aujourd'hui, toute la route. Je te demande si c'est le meilleur grimpeur, tu dois dire oui ou non. Grimpeur de chez AG2R? Oui. Oui. Ok. Gilou? Non. Ok. Tu mets qui alors? Storer. Ah mais Storer elle est chez FDJ. Alors les gars, j'ai une putain merde, pardon, excuse-moi, je me trompe, mais non, Geoffrey Bouchard n'est pas le meilleur grimpeur de l'équipe H2R Citroën. Désolé, c'est l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Bah c'est qui alors le meilleur grimpeur? Ah, Ben O'Connor, Aurélien Paré-Pinte, Clément Champoussin. Ouais, Ben O'Connor, je pense même c'est solide. Un petit champoupou. Un champoupou qui a gagné sur la dernière Vuelta, évidemment. Dernière chose, parce qu'elle est longue cette rubrique, mais j'ai un dernier truc, je sais pas si tu as vu aussi, Gilou, c'est cette polémique sur le dernier Paris-Roubaix avec des coureurs qui seraient montés dans les voitures de directeurs sportifs ou d'équipes techniques d'ailleurs, pour avancer dans Paris-Roubaix. On y croit ou on n'y croit pas à ce truc-là? Il n'y a pas de fumée sans feu? Ah ouais, d'accord, parce qu'en fait, vraiment, il y a vraiment des détails qui sont donnés, notamment par le journal L'Équipe, mais ça a dû aussi ressortir un petit peu partout, où des coureurs remarquent certains coureurs montent dans des voitures. Je sais pas, Anthony, tu en as déjà entendu parler de ce truc-là? Je sais pas. Bon, franchement, vous croyez que c'est possible en 2022 que ça se fasse? Et quand tu as dit 20 minutes de la course... Je pense objectivement, je pense que ça c'est possible. Quand tu as 20 minutes de la course, tu n'as plus de caméra depuis longtemps, hein. Bon, en tout cas, ouais. Tu montes quand il n'y a personne, tu ressors quand il n'y a personne. En vrai de vrai, les gens n'ont pas compté s'il y a 192, 193. Quel intérêt pour le coureur qui est etc. de faire ça? Il n'y a aucun intérêt, je veux dire. Alors là, je ne sais pas, c'est juste qu'en fait, il disait que du coup, il y avait un dossard qui était annoncé abandon et finalement qui est revenu sur la course. C'est des choses un petit peu bizarres et notamment avec des coureurs belges et néerlandais ou une équipe belge. Désolé. Hein. Par contre, moi, j'ai vu une très bonne vidéo très sympa d'un mécano qui vient dépanner un coureur dans un trou d'Arambert, qui arrive sur le vélo et qui se met une boîte fabuleuse. Vous trouverez la vidéo sur les réseaux. C'est très très bon. Alors sur cette vidéo, j'espère que le mécanicien s'est pas fait mal. Hein. Non mais attends, il faut voir sur la vidéo aussi que le mec, il est sur les pavés, donc déjà je suis pas sûr qu'il maîtrise à 100% sur les pavés, et il saute avec le vélo en marche, tu sais, du vélo pour donner le plus rapidement possible. Attends, il s'est pris pour un esthète, il s'est pris pour un Peter Sagan là. Ce qui est magnifique sur cette vidéo, c'est qu'il amène un vélo. Je crois que c'est Brett Van Moer qui amène le vélo. Mais alors, le coureur n'en a rien à foutre de la chute. Il s'en fout complètement et il se barre en mode ouais, merci, allez. Oh, mais attends, le mécano t'amène un vélo, il se casse la gueule avant de te l'amener, quoi. Tu te dis, mais on va où là? Tu vas pas me donner le vélo que tu viens de tomber. Pour toi. Ce que cette chute prouve, c'est que c'est un vrai boulot d'équilibriste et c'est vraiment très très difficile et que c'est pas à la portée de tout le monde. Et quand on dit que les pavés c'est vraiment quelque chose de spécialiste, c'est une belle chose, mais ça le montre que, enfin, je veux dire, ce mécano, il fait la même chose sur du bitume, il tombe jamais. Ah ouais, mais non, mais on voit avec les vibrations, il a dû prendre un gros pavé à ce moment-là. C'était pas en tout cas la route la plus facile. Vraiment, il s'est fait la clavicule. Je viens d'avoir l'hôpital de Belgique qui s'est fait la clavicule. Ah bah là, je pense qu'il y a moyen. Mais bon, Brent Van Moer, a priori, c'est pas trop son problème. Est-ce qu'il parle français, Brent Van Moer? Non, pas du tout, parce que je me suis dit que peut-être qu'on pourrait l'inviter un jour. Non, et je pense qu'il est bien flamand, non? Oui. Ah, c'est les Flamands. Mais il faut savoir que les Flamands parlent très très bien français. Ok, bah peut-être on l'invitera, on lui posera la question à Brett Van Moer. Je l'ai invité parce qu'on n'en a pas aujourd'hui. C'est un peu un épisode particulier qu'il faut faire vite parce que la Flèche Wallonne arrive. Et qui dit Flèche Wallonne dit Ardennaise et dit bien sûr le sprint final. Oh le coup de tête de Marco, le deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça c'est pas bien.
Donc la Flèche Wallonne mercredi, Liège-Bastogne-Liège ce week-end. Propriété encore pour Julien Alaphilippe de la Flèche Wallonne, bien sûr, qui a en sa possession encore quelques jours, quelques heures. Est-ce que c'est le grand favori à sa propre succession de la Flèche Wallonne? On va commencer par le français cette fois-ci, Anthony Nicolas. Alors ça va étonner encore une fois, mais pour moi, ouais, c'est lui le favori. Pour une fois, je veux dire, la parole. Vas-y, tu peux continuer, tu peux enchaîner. Vas-y, éclate-toi. Je vais faire rapide. Je vais vous dire une chose. Il est peut-être en dents de scie. On a beau dire ce qu'on veut sur la quick step, mais pour moi, il va être présent. Ouais, parce présent, que ça va, présent, ça pour dire qu'il est présent, il sera présent. J'ai la stat, il est présent. Ouais, moi aussi j'ai regardé justement tout à l'heure, j'ai regardé, j'étais bien engagé quand même, je me suis dit avant de dire des conneries. Mais non, il va être prêt. Il va être prêt, le Juju là, il va être là. En plus j'ai regardé, on dit ouais, une saison un peu en dents de scie, mais franchement si on prend l'année dernière à la même période, il y avait pas non plus si j'ai regardé, ouais, il a fait l'Estradé, il y avait l'Estradé en résultat, mais on ne les a pas fait. Donc il était pour moi, il est pour moi, il est pas spécialement en dents de scie cette année. On lui a pas mal reproché il y a certaines années de courir un peu à tous les comme un chien fou, un peu courir partout. Moi je pense que cette année il a ciblé ses objectifs et qu'il sera là aussi bien sur la Flèche que sur Liège. Et sur le Tour du Pays Basque, notamment, on l'a vu battu par Peyo Bilbao au sprint, aussi par Dan Martinez Alaphilippe. C'est pour ça qu'on a quelques doutes en France. Gilou, est-ce qu'on a quelques doutes de l'autre côté? Pour moi, c'est pas le favori parce que je pense que Tadej Pogačar sera potentiellement plus fort que lui sur la Flèche Wallonne. Mais Julien, c'est la personne avec qui j'ai le plus de mal à lire parce qu'il prépare tellement bien ses objectifs qu'il peut être en dents de scie ou même moins fort sur certains événements une semaine ou quelques jours avant, et sur le jour J, il est là et il répond présent. Mais je pense là à l'heure actuelle que c'est plutôt Tadej Pogačar qui sera le favori, et j'attends les codes des bookmakers pour voir s'ils sont d'accord avec moi ou s'ils sont d'accord avec Anthony. On en parlera de Tadej Pogačar dans quelques minutes, quelques secondes, mais avant ça je voudrais rester sur Julien Alaphilippe qui a chuté aussi à de nombreuses reprises cette saison. C'est ça aussi qui peut un petit peu effrayer Anthony. Il sera peut-être encore une fois diminué comme il l'a été souvent cette saison. Oui, il a chuté, mais bon, on a vu, cette chute un petit peu à la con, passez-moi le terme, où ils se font foutre en l'air par la voiture. Bon, j'ai pas suivi le reste des explications après. Pour moi, c'est des faits de course. Il y a pas eu de gros bobos. Et comme l'a dit Julien, comme l'a dit Gilou, pardon, c'est un coureur qui sait se préparer pour les objectifs. Et pour moi, il sera prêt et il va pas nous décevoir. Comptez sur moi. Et très honnêtement, pour parler un petit peu rapidement de Pogačar, n'oublions pas que Pogačar. Attends. Chaque chose en son temps. Tranquille, Anthony, je reviendrai après. Ouais, non, mais juste pour dire que Pogačar, lui, est là depuis le début de saison. Et lui, par contre, je disais tout à l'heure que Julien avait couru quelques années un peu tous les lièvres à la fois. Je trouve que Pogačar est en train de le faire, par contre. Il y a surtout quelque chose qu'il faut noter, c'est qu'il est accompagné de Remco Evenepoel, et ça veut dire que ça peut pourquoi pas le gêner, Gilou, non? Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi il est là, Remco? Alors, pourquoi est-ce qu'il est là? Ça, c'est la grande question, mais ça ne les gênera pas dans le sens où Remco Evenepoel et Julien Alaphilippe peuvent gagner cette course, mais ce sera pas du tout dans le même scénario de course. Le scénario, à mon avis, va être très très clair du côté de la Quick Step, c'est de faire attaquer Remco tôt et que Remco arrive en tête de ce mur de oui avec de l'avance. Si Remco arrive au pied avec tout le monde, Remco ne gagnera pas cette course, c'est sûr à 100%. Oui. J'en mets, on va dire, mon bras à couper que Remco sera à l'attaque, à mon avis, dans la côte des Refs avant, et ensuite essaiera ou d'Ancherave et essaiera d'anticiper cette montée du mur de oui. Mais si c'est un scénario groupé où tout le monde est au pied du mur de oui ensemble, Remco ne sera absolument pas un frein pour Julien. Bon, on va pouvoir parler, ça y est, Anthony, de Tadej Pogačar, parce qu'il est là. Pas de Roglic, par contre, qui était deuxième l'an dernier. On se rappelle, il ne sera pas là, normalement. Et puisqu'il n'est non plus pas présent sur Liège-Bastogne-Liège, au contraire de Wout van Aert. Mais Pogačar, c'est lui, allez, vas-y, lance-toi. C'est lui qui fait peur, parce qu'on sait que finalement, quoi qu'il se passe, il est toujours favori. Et en plus, dans des montées comme ça, sèches, il est capable de rivaliser avec le Français champion du monde, double champion du monde, Julien Alaphilippe. Ouais, c'est vrai qu'on a du mal un peu à voir où est-ce que Pogačar va se louper, clairement. On l'a vu arriver sur le rond, on s'est dit ouais, il a jamais fait de pavé,
et c'était une démonstration. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, pour moi, il court trop de lièvres à la fois. Les grands tours vont arriver, ça va arriver assez vite, hein, les grands tours, il va falloir un moment aussi qu'il qu'il récupère un peu, qu'il choisisse un peu ce qu'il va faire, parce que là, il est partout. Il est partout depuis le début de saison, voilà, il est partout, et quand il est là, il claque tout. Mais non, pour moi, alors peut-être qu'il va me faire mentir encore, et écoutez, tant mieux s'il me fait mentir et que on a une belle bagarre mercredi. Mais non, pour moi, honnêtement, j'ai pas, non, pour moi, c'est pas lui le Non, favori. c'est parce que tu n'as pas envie d'y croire, c'est différent. Bah ouais, j'ai pas envie. Oui, j'ai peut-être pas envie d'y croire. Et j'ai envie. Ouais, alors, je parle peut-être encore avec le cœur. Je suis pas objectif parce que j'ai envie de vraiment voir Julien briller. Mais je me dis qu'à un moment, quand t'es là depuis quoi, depuis février, c'était quand les premiers. Il a dû faire Les l'UAE Tour. Oui, il a fait l'UAE Tour. C'était quand? C'était février, quoi. C'était, je pense, fin février, en effet. Ouais, mais on a déjà mis avril. Oh, mais ton argument est pas forcément bon parce que Wout était déjà là dans les labourés. Il a moins couru que. Mais non, mais Wout court moins que Pogacar. Prenons les. J'ai pas les jours de course sous les yeux, mais Pogacar, j'ai l'impression de l'avoir vu partout, moi. Ah, en fait, tu vois partout parce qu'il est brillant à chaque fois qu'il fait des courses, mais tu crois là, pas, t'es en train de dire que Wout, à chaque fois qu'il fait une course, il est pas brillant. non, hein. Mais là, vraiment, Johan, tu me déçois. Je veux pas avoir de problème avec Wout van Aert. Mais pour toi, Gilou, est-ce qu'il va nous faire le doublé cette année, Tadej Pogacar? Quand je dis le doublé, c'est Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, évidemment. Bah non, parce que moi, je vois une autre personne gagner Liège. Oui. Alors, dis-moi. Non, est-ce que je vois Pogacar gagner la Flèche? Ouais, je vois Pogacar gagner la Flèche. Là, je suis en train de regarder en termes de jours de course par rapport à Julien. C'est pas forcément très différent. Julien a plus de courses que Pogacar. 19 jours de course pour Tadej Pogacar. Et Julien Philippe, ça va être 21. Kiff-kiff. 21, ouais, mais Julien a fait des courses. Il a fait 3 courses d'une semaine. Ouais, ils sont kiff, ils sont coude à coude, donc finalement, pas trop de lièvre non plus pour Tadej Pogacar. Non, tu crois pas à ce doublé alors, Gilou? Moi, je pensais que tu allais me dire oui, il va tout gagner, il va tout manger. Ouais, je le vois. En fait, je vois clairement. Objectivement, je vois 1 et 2, Julien et Tadej en haut du mur de oui. Je connais pas forcément l'ordre, mais je vois comme ça. Après, par rapport à Liège-Bastogne-Liège, c'est une course un peu plus compliquée. Au final, il n'y a rien de plus facile de gagner la Flèche Wallonne. Il suffit d'être le plus fort. Vu que tout le monde est groupé au pied, il suffit d'être le plus fort. C'est pas du tout le cas sur Liège, et c'est pas forcément le plus fort qui va gagner à Liège. Donc, il peut y avoir des scénarios de course qui tournent pas à son avantage sur Liège-Bastogne-Liège. Sur la Flèche, je me dis que s'il est au pied, ce sera plus fort. Alors, tu vois qui à Liège-Bastogne-Liège? Parce qu'on va essayer d'avancer. Après la Flèche, il y a Liège. Et Liège où Julien Lafilippe va encore une fois vouloir viser la victoire. C'est son grand objectif de la saison, ou l'un de ses grands objectifs. Et tu vois plutôt un Wout van Aert qui fait son retour sur Liège? C'est pas son retour. Est-ce qu'il a déjà participé? Je suis pas sûr. J'ai cru qu'il avait participé une première fois et tout. Je vais vérifier, mais vas-y. Alors, je ne pense pas. Je pense qu'il va faire sa première sur Liège-Bastogne-Liège. Alors, je ne le crois pas, je l'espère. Donc là, je parle complètement avec le cœur. J'espère que Wout van Aert sera capable de faire quelque chose sur Liège. Et dans ce qu'il montre et dans la façon dont il peut grimper, ça peut être possible. Et puis après, il y a aussi un avantage qu'a Wout van Aert, c'est le changement d'arrivée. Parce que je pense que si l'arrivée arrive à Saint-Nicolas, Tadej Pogacar lâchera Wout van Aert. Là, c'est une arrivée à Liège. On part du principe que tant qu'il n'est pas lâché, ce sera le plus rapide au sprint. C'est en effet sa première pour Wout van Aert. Excusez-moi, je n'avais pas les chiffres. Je reprends mon erreur sur Storer. Voilà. Oui, tout à fait, un partout. Anthony, il en fait plein, donc il a beaucoup d'avance. Mais en plus, il ne gagne pas les courses. En plus, il préfère dire je n'ai pas vu, comme ça je suis tranquille. Wout van Aert, alors, c'est ce qui fait son entrée sur Liège-Bastogne-Liège. Est-ce qu'on y. Bon, je suis face à deux mecs Wout van Aerter, là. Ouais, t'es face à deux. Je suis mal barré. Anthony. Ça va pas être objectif, mais ouais, pour moi, non, pour Liège, en plus, c'est une course mythique, non, pour moi, j'aimerais, ouais, alors, ouais, je vais pas être objectif, je vais encore me faire bâcher, mais non, pour moi, j'aime la Flèche, Julien, Liège, Wout.
Voilà, Ce qui est aussi, Johan, la différence, c'est que, comme le disait Anthony, le pavé, c'est de l'expérience. Il faut cette fibre du pavé. Il faut connaître chaque secteur, chaque tournant, chaque difficulté. Liège-Bastogne-Liège, c'est quand même une course où tu peux gagner sans avoir été et sans expérience, parce que c'est une course plus facile par rapport au dénivelé, mais dans la perception de la course et dans l'appréhension de la course, c'est quand même une course qui est plus facile que Paris-Roubaix. Et puis, Wout est belge, il roule sur ses routes, il n'y a pas de problème avec ça. Après, là, c'est clairement en termes de fanboy, mais je pense que Tadej sera plus fort que Wout, et je l'espère plus que ce que je le vois arriver, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je vois ce que tu veux dire aussi dans la Je lisibilité. suis plus objectif, t'imagines, je suis plus objectif sur Wout qu'Anthony Nicolas, c'est normal ça. Ça, on commence à avoir l'habitude pour Anthony, qui a carrément un des draps avec la tête de Wout van Aert. Ah, mais c'est sûr. Il dort avec. Il a une tête d'oreiller Jumbo-Visma. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Je vais vous épargner le pari que j'avais fait ce week-end, mais s'il gagnait Roubaix, j'avais un pari fou là où j'étais sur un mariage. Les gens ont été contents qu'il fasse 2, je peux vous le dire. On le dira en off, bien sûr, et puis peut-être que tu craqueras sur Twitter pour donner bien sûr cette information. Alors du coup, en dehors de ces trois-là, est-ce que, parce que la Flèche, bon, on connaît comment ça se passe, mais sur Liège, est-ce que, je sais pas, il y a encore un David Gaudu qui fait son retour mais qui est un peu en retrait, lui qui était sur le podium l'an dernier, qui vous voyez encore un petit peu dans les favoris de cette course, parce qu'on a l'impression que une fois qu'on écarte ces trois-là, c'est un peu plus homogène entre guillemets. Qui commence? Je suis en train de regarder un petit peu la Start List. Ça va, je vais commencer alors. Pour rien vous cacher. Moi, je reste sur la même idée que je t'avais dit, que j'avais dit ici sur cette chaîne. Je revois un Marc Hirschi revenir, revenir pas trop mal. Il recommence avec Hirschi. Mais non, mais je pense que ce qu'il a montré sur l'Amstel, il commence à revenir un petit peu et remonter en puissance, et il peut avoir un peu aussi ce jeu d'équipe avec Tadej, et je pense que Marc Hirschi peut être un des événements et un des factoristes de cette course. Oui, c'est vrai que on le voit tranquillement monter en pression cette saison. On l'a déjà vu gagner, ce qui a été plutôt rare ces derniers temps. Donc c'est vrai que Marc Hirschi, on peut compter sur lui. Après, c'est en regardant un petit peu la start list, tout comme Anthony. Il y a Benoît aussi. Il y a Benoît Cosnefroy, c'est vrai, tout à fait. On peut le noter, tout à fait. Benoît Cosnefroy, deuxième de l'Amstel, qui est présent. Il y a aussi Elie Gebert. Non, il y a Warren Barguil qui est présent, qui était plutôt pas mal. Derrière aussi sur la Flèche Barbanson, notamment, où il était présent aux avant-postes. Mais après, on a fait un petit peu le tour. C'est un petit peu dur. Voilà, un peu homogène. Derrière, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un autre favori qui peut largement aller devant. Toi, Anthony, tu as regardé la start list, tu vas nous mettre... quelqu'un d'autre? Je vais vous mettre une dinguerie, moi, vous savez, comme d'habitude. Moi je vais rester sur la dynamique actuelle, plutôt équipe britannique, et je vais jouer le troisième super-héros du cyclocross que je sais que je vais fâcher Gilou. Allez, mais moi je vais... il a compris. C'est un Britannique, Tom Pidcock, on sait bien. Voilà, parce que il va lui en falloir une belle, et je mettrai Pidcock. Ok, Pidcock, en espérant qu'il ne prenne pas le départ, comme ça on va encore une fois bien rigoler, parce que les starts... il est sur la start. En tout cas, oui, il est dedans. Bah oui, je suis dessus quand même. Mais bon, attention, ça peut toujours changer au dernier moment tant que ce n'est pas officiel. Bon, on a commencé un petit peu les paris, parce que tu nous donnes tes favoris, Anthony, mais avant les paris, il y a quoi? Il y a le quiz. Allez là! Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 € dans la poche... Et si je peux aussi avoir un dernier point du quiz, tant qu'à faire. Par contre, pose le portable, s'il te plaît. C'est de plus en plus alambiqué. Vous me dites quand il commence le quiz. Ah oui, c'est pour Rémi. C'est car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un crime lors du quiz précédent. Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Alors, pour ce quiz, j'ai en face de moi 2 personnes qui adorent un coureur, Wout van Aert. Mais connaissent-ils bien ce coureur qu'est Wout van Aert? Eh bien, on va le savoir aujourd'hui, puisque de ce duel, nous allons jouer avec que ce coureur belge. Et chacun à votre tour, vous allez devoir me donner une des victoires de Wout van Aert jusqu'à élimination. Sachant qu'il en a 33 dans sa carrière, les gars. Et que lorsque l'on me donne une course, c'est terminé, on ne peut plus la donner. Et course par étape compris.
Si vous voyez ce que je veux dire. Me donnez pas chaque étape de chaque. On peut pas donner donc les cyclocross ne marchent pas. Oh, alors, on va faire mieux. Non, cyclocross non, et surtout on va donner l'année, s'il vous plaît, pour les courses par étapes. Comme ça, on va être tranquille et on va pouvoir donner plusieurs fois. Qui veut prendre la main, tiens? Qui veut prendre la main? Je laisse l'honneur à Gilou. Gilou, tu vas commencer. Donne-moi une victoire donc de Wout van Aert dans sa carrière. Milan-San Remo. Milan-San Remo, c'est bon. Anthony Nicolas, à toi. Grand Prix E3. Le Grand Prix E3, c'est bon. On enchaîne. Gand-Wevelgem. Gand-Wevelgem, c'est bon. En 2021. Anthony. Newsblad. Le Het Newsblad, cette année, c'est bon. Omloop, ouais. Loum. Les Champs-Élysées. Il a gagné sur les Champs-Élysées. Il faut que tu me dises du coup, quelle année, s'il te plaît, pour le course par étape? Le dernier Tour de France. On sait jamais. 2021, en effet, c'est une bonne réponse. Anthony. Ouais, mais alors comment on fait là pour les étapes? Faut se rappeler de l'arrivée, de la ville d'arrivée? Tu me donnes l'année de la course par étape. L'année dernière, Tour de France, Non, l'étape on a déjà dit, il vient de le du dire. Ventoux. Il vient de le dire, Anthony, voyons, il vient de le dire. Il me faut juste il faut que tu me donnes une autre année si tu veux donner une course par étape la même. Tu vois ce que je veux dire? Il a gagné 3 étapes sur le tour. Oui, mais c'est bon, c'est donné déjà. On sait qu'il a gagné sur les 3 étapes. J'avais dit, il me faut juste l'année de la course par étape. Il faut pas me donner toutes les étapes. C'est ce que j'ai dit. On m'écoute pas. D'accord. Ok, bon. Championnat de Belgique. Non, t'as pas besoin de me donner l'année cette fois-ci. Ah là là, il comprend jamais rien quand on fait un quiz, Anthony. Voyons, c'est terrible. Oui, championnat de Belgique, c'est bon. Championnat de Belgique contre la montre. Tout à fait, voilà, un malin ici. Il l'a eu. C'est bien sûr 2 fois, donc, Wout van Aert. Anthony, c'est de retour à toi. Ça commence à être dur. Hein. Oh, il reste encore de très belles courses. Putain, ouais. Oh limite, là là là. Et dire que c'est lui le plus grand fan. Le Grand Prix Cérami. Le Grand Prix En Cérami. 2000. Ah oui, le Grand Prix Cérami, c'est bon, 5e victoire de sa carrière pour Wout van Aert en 2017. Il gagne le Grand Prix Cérami. Ouh, celui-là, c'est chaud. Il était chez. Il devait être à l'équipe à Crélan même. Crélan, tout à fait. Gilou, à toi. Tour de Grande-Bretagne 2021. Tout à fait, Tour de Grande-Bretagne 2021, c'est une bonne réponse. Anthony, c'est de retour déjà à toi. Je commence à sécher, très honnêtement. Ah, il te reste encore des courses par étapes et des grandes classiques quand même, mine de rien. Non, je sais pas. Non. Aïe. T'as pas une année pour une course par étape? Je t'aide un petit peu. Sur le Dauphiné. Oh, il tente pas le plus. Dauphiné il y a 3 ans, 2019. C'est une bonne réponse. Dauphiné. Il est maillot vert du Dauphiné. 2019 avec le victoire sur le chrono et la 5e étape. Bonne réponse en 2019. Gilou, Voilà, à toi. par contre après, je crois que j'ai. Tour de France 2020. Tour de France 2020, c'est bon. 2 étapes pour Wout van Aert sur le Tour de France 2020. Anthony. Tour de France 2019. Ouais, Tour de France 2019, c'est bon. Voilà, il se réveille, il comprend un petit peu. C'est bon, j'ai compris le truc. Je croyais que Ah, j'en étais sûr. je croyais que Gilou. j'en ai même un autre là. Paris-Nice. Paris-Nice, il faut que tu me donnes l'année, s'il te plaît. 2022. Tout à fait, 2022. Il a gagné cette année. Anthony. Dauphiné 2019. Dauphiné 2019. Tu l'as déjà donné. Non, j'ai donné le Tour de France 2019. Non, tu as donné Dauphiné 2019. Juste avant. Il y a 3 ans, tu m'as dit. Ah ouais, c'est tout ce que j'avais. C'était la même année, je me rappelais. Non. Pas d'autres, Anthony? Est-ce que tu t'avoues vaincu? Ouais, non, là, sur route. Victoire donc de Gilou, qui est devenu le plus grand fan. Ça y est, tu as le trophée de Wout van Aert. Il restait encore de belles courses. Tu en avais d'autres, Gilou? Ouais. Il restait quoi? Il y a tiré Adriatico 2021. 2021, tout à fait, c'est bon. Il y a l'Estradé, non? Il n'a pas gagné? L'Estradé, tout à fait, c'est bon. Ah putain, l'Estradé, j'avais pas le droit. Il y a surtout, alors, il y a une course que vous n'avez toujours pas dites, et qu'il a gagné l'année dernière. Attends. Cyclocross d'Arental. Non, qui est passé il n'y a pas très longtemps, remporté par un Polonais.
Ah oui, L'Amstel. l'Amstel. Et oui, il a Ouais, gagné mais bon, l'Amstel ça avait aussi. tellement fait débat que bon, celle-là, on n'aime pas trop en parler. Non. Gagné. Et donc bravo, victoire de Gilou qui Non, qui non, remonte au bravo. classement. Alors je suis en train de regarder, je suis sur le classement avec Gilou qui me passe devant à cause de toi Anthony, voilà, qui devient le seul évidemment en tête avec 5 points cette saison pour Gilou qui aussi est bien placé dans les paris. Les paris, c'est maintenant. C'est même pas vrai. Bon, avec Romain, tes paris, c'est vrai. Les paris pourquoi? Les paris pour Liège-Bastogne-Liège parce que la flèche c'est beaucoup trop tôt. La flèche. Et ouais, c'est beaucoup trop tôt pour nous. Il va falloir miser sur Liège-Bastogne-Liège avec, on le rappelle, alors je vais donner aussi les paris de la semaine dernière. On a eu du Kung pour Gilou et Rémi, ça fait 1 point parce que c'est sur le podium. J'ai mis Ghana, c'est complètement faux. Et il y en a un qui m'a envoyé un texto immédiatement après la course. Ah, c'est il Jérémy s'est Sakian, pavané, ouais. qui a Non. mis Dylan Van Barle gagnant et qui est très très content de prendre la tête de ses paris. Lui qui a maintenant 5 points, même si bon, je sais pas si j'ai bien compté. Et là, quand il y aura tout le monde, j'ai aussi un nouveau truc à vous proposer. Vous allez voir derrière, mais on va faire le classique là. Anthony, regarde la start list parce que sinon tu vas réussir à te tromper. Gilou, t'as pas Pour mis des Liège petits trucs sur Moi, j'ai sur déjà- tes papiers? S'il te plaît. T'as déjà mis des petits trucs sur tes papiers là, toi qui parie beaucoup pour Liège-Bastogne-Liège. Bah, que j'avais plus donné la flèche, mais je vais donner un petit pari pour la flèche, comme ça les gens Allez, l'auront. vas-y, fais-toi plaisir. En Belgique, on peut parier sur les top 10 sur la flèche wallonne, et je vais donner le top 10 de Quinton Hermans. Il a fini 14e la saison passée. Je pense que la cote peut être pas mal. Et donc, ce sera mon pick top 10, à mon avis, sur cette course. Donc, le top 10 de Quinton Hermans. Très bien. J'espère que ça vous plaira. Je pense que ça plaira à Anthony Nicolas. Et Bien évidemment. au niveau de Liège-Bastogne-Liège, j'ai quand même envie de jouer Julien. Julien pour Liège-Bastogne-Liège qui enfin réussirait à réaliser son rêve et pourra enfin aller gagner le Tour de France derrière. Mais ça, c'est un Oui, autre débat. doucement. Et, normal. Et puis du coup, qui tu donnes, Anthony, toi? Bah moi j'ai dit tout à l'heure, hein, mais moi je retourne pas ma veste comme Gilou. Hein. Il a dit qu'il voulait voir Wood gagner et il joue Julien. Moi je joue Wood, Ah oui. moi, sur Liège. Ah, ok, Wout, très bien. Bah, ça me permet de mettre le troisième larron. On va pas se mentir qu'on va pas essayer de prendre moins de risques que Ghana la semaine dernière. Je vais donner Pogacar pour le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège qui remporte une 2e année d'affilée. Et donc, du coup, il y aura Alaphilippe pour Anthony et Non, pour Gilou, c'est pardon. l'inverse, tu t'es trompé. Pour Ouais, Gilou. je Excuse-moi, te j'étais en train vois, de je le te vois, noter. je te vois en train de remplir Ah, là. tu vois, Voilà. en train de remplir. Et donc, Alaphilippe. Bon, les gars, c'est terminé. Merci en tout cas d'avoir été avec moi. Je sais que c'est un podcast assez particulier. On a perdu 2 hommes forts, mais on a retrouvé 2 hommes costauds quand même avec nous. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, même si je suis un peu, je suis désolé pour la voix peut-être un petit peu fatiguée et la fatigue. Hein. Je reviens d'un week-end assez chargé, donc j'ai répondu au pied levé oui, parce que je savais qu'on allait parler de Wout, mais voilà, j'étais peut-être pas été le plus performant aujourd'hui. Non. Bah non, Anthony, c'est pas ta voix qui est le problème, c'est le fait que tu n'aies pas regardé la course. Ou Sinon- que tu connaisses pas le vélo, surtout. C'est ça le problème. Ça, c'est ton grand problème. Mais ça, on le répète à chaque fois et on t'invite à chaque fois. Et c'est moi qui décide en plus. Donc, le pire, c'est que je peux que me flageller. Voilà, pour cette émission 100% Wout van Aert. Merci les gars, on se retrouve bientôt. On va retrouver les 2 zozos. C'est pas filmé aujourd'hui parce que voilà, c'est un peu particulier. Mais on est là. Merci à la Flèche Wallonne d'arriver en plein milieu de la semaine. Et on aura des invités, on aura d'autres choses, on aura plein de choses. On va débriefer Liège-Bastogne-Liège. Ça va être incroyable. À la semaine prochaine, les gars. Salut. Salut, bye bye. Je donne rendez-vous à ceux qui sont là, en haut du mur de oui, c'est moi qui paye ma tournée. Fais gaffe, Anthony va faire la route. Juste pour ça. Allez, merci les gars. Et à très bientôt.